Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses. Bienvenue à la conférence Partage et Autonomie. Nous avons l'honneur de recevoir le grand docteur Emmett Brown pour nous parler de ce sujet. Docteur, c'est à vous. Doc, la conférence. Doc, la conférence, là, c'est l'heure. Nom de Zeus! Oh, mais je faisais ma sieste, moi. Oh! Mais ça va, on a le temps, petit. Ah oui, on a le temps, hein. On a tout le temps, d'ailleurs. Car je viens de mettre au point une machine à remonter le temps. Eh oui. J'ai l'honneur de vous présenter le rembobineur de temps. Et ça marche. Vous voulez une preuve? Ouais. Regardez. On monte un petit peu. Et c'est parti. J'ai l'honneur de vous présenter le rembobineur de temps. Et ça marche. Vous voulez une preuve? Oui. Ouais. Regardez. C'est parti. J'ai l'honneur de vous présenter le rembobineur de temps. Et ça marche. Vous voulez une preuve? Ouais. On rembobine. C'est parti. J'ai l'honneur de vous présenter le rembobineur de temps. Et ça marche. Vous me croyez? Ouais. Non. Mais si, vous me croyez. Mais dites donc, vous n'avez pas l'air de voyageurs du temps, là. C'est pas la conférence des voyageurs du temps, ici? Pas tout à fait. Ah, je me suis encore trompé. C'est quoi cette conférence? Partage et autonomie. Ah, partage et autonomie, mais bien sûr, Sujet très intéressant, très intéressant. Sauf que, j'ai rien préparé. Oh là là. Comment je vais faire? Mais j'ai une idée. Eureka! Je suis un génie. Qu'à rembobiner un petit peu. Et c'est parti. Ah, il me reste 3 jours pour préparer la conférence Partage et Autonomie. Ça va, je suis large. Oh bien, comme il fait beau, je vais d'abord aller me faire un petit pique-nique. Je vais aller acheter une tomate pour mettre dans mon sandwich. Vous bougez pas, j'en ai pour une minute. Bougez pas, je reviens tout de suite. Je vais chez le super machin, m'acheter une tomate, je reviens. Doc, j'ai les recherches que vous m'aviez demandées. Il est pas là? Il est parti à Super Machin pour acheter une tomate. Un super machin. D'accord. Ok. Pendant que monsieur le génie fait ses courses, le stagiaire il travaille. Hein. Du coup, j'ai fait les recherches qu'il m'avait demandé là sur les tomates justement. Disons que vous savez vous où elles sont produites les tomates de chez Super Machin? Celle marquée origine Espagne. Non, vous savez pas. Dans un potager en Espagne? En Espagne, oui, à Almeria, ici, dans un endroit qu'on appelle la mer de plastique. Parce qu'en fait, c'est que des serres en plastique à perte de vue. Des serres qui font des tomates. Ça me rappelle mon ami Mustapha que j'avais rencontré à Avignon. À Avignon, là, j'étais sur un projet de maraîchage et j'avais rencontré Mustapha. Lui, il venait pour chercher du travail dans la production de tomates à Avignon parce que il travaillait là-dedans avant à Almeria et il cherchait des conditions un petit peu meilleures parce qu'il faut savoir que à Almeria, là, ils font travailler en fait des personnes sans papier. Et du coup, ils en profitent pour les exploiter parce que ils connaissent pas leurs droits et puis ils sont dans une situation précaire, donc ils peuvent rien dire. Et ce qui fait que, ils les payent à la journée, ils les choisissent sur un rond-point au physique, hein, un peu comme les marchands d'esclaves dans le temps. Et ils travaillent dans des conditions déplorables. Ils sont dans les pesticides, etc., sans aucune protection.
Ils dorment dans des cabanes faites en palettes et en bâches, ils n'ont pas de douche, puis bien sûr, ils sont sous-payés. Complètement sous-payés. 4 € de l'heure, ils sont payés. Voilà. Donc on est loin du SMIC. Bon, bah ça permet de faire des tomates pas chères ici. Pour pas cher, en tout cas. Regardez. Au départ, ici à l'Almeria, pour faire une tomate, eh bien, il y a un petit investissement de départ. Il faut un terrain et une serre. Donc ça coûte un petit peu. Voilà, ça fait un petit peu le prix de la tomate au début. Et puis il faut aussi des engrais, des équipements. Donc ça, il faut les payer. Ça fait augmenter le prix de la tomate. Il faut aussi payer les ouvriers agricoles. Alors comme je vous disais, ils sont sous-payés, donc ça fait augmenter un petit peu. Voilà. Ce qui fait que, au départ d'Almeria, la tomate, elle coûte 54 centimes du kilo. Quand elle part d'ici. Partant de là, elle va aller dans une usine de conditionnement. Donc, d'abord, il faut la transporter. Et ça, il faut mettre du pétrole dans le camion pour le faire rouler. Ça coûte un petit peu, donc ça fait augmenter un peu le prix de la tomate. L'usine de conditionnement, elle se fait une marge, c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça augmente encore un peu. De là, elle va être transportée jusqu'à un grossiste, à Rungis par exemple. Donc ça augmente encore un peu le prix, parce qu'il faut mettre du pétrole dans ce camion-là et que le grossiste se fasse une marge. Depuis le grossiste, ça va aller chez Supermachin pour être vendu. Donc encore du transport. Et puis Supermachin se fait une marge, c'est normal. Et c'est comme ça qu'on se retrouve chez Supermachin avec une tomate vendue à 2,60 € du kilo. Alors qu'au départ, elle avait coûté 54 centimes. Voilà. Il a baissé le prix de la tomate. Sans compter que là, tous ces transports, c'est avec du pétrole, ça émet des gaz à effet de serre. Effectivement, les transports, c'est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre. Donc, voilà. Bref, je ne vais pas m'étendre plus que ça. Je laisse ça pour le doc. Je lui laisse ça aussi. Quand il passe, vous lui direz que je suis passé. Voilà. À plus. Nom de Zeus! Qu'est-ce qu'elles sont chères, les tomates chez Supermachin? Ah, le petit est passé? Qu'est-ce qu'il m'a mis? Alors, voyons. Non, mais c'est pas vrai. C'est ça qui fait le goût de ma tomate? Tout ça, là, toute cette pollution, toute cette misère humaine, c'est ça qui rentre là-dedans. Nom de Zeus. En plus, elle n'a pas de goût. Oh, mais j'ai une idée. Eureka, je suis un génie. Regardez. C'est parti. Oh, il me reste 3 jours pour préparer la conférence Partage et Autonomie. Ça va, je suis large. Oh bien, comme il fait beau, je vais d'abord aller jardiner un petit peu. Et oui, parce que moi je suis un génie. Je fais pousser moi-même des tomates. Je vais pas les acheter chez Supermachin. Bon, c'est la période des semis, il me faut un petit peu du terreau là. Je vais en acheter chez Jardimachin. Vous bougez pas, j'en ai pour 1 minute, bougez pas. Doc,
D'accord, il se met au jardinage. Oui. Ben, il a de la chance. Moi, j'aime bien jardiner, mais en ce moment, j'ai pas de jardin. De toute façon, j'ai pas de maison. Voilà. Mais à d'autres époques, je participais à des jardins collectifs, et vraiment, c'était génial. Je sais pas, ça me faisait du bien, quoi. Déjà, ça fait des économies. Au lieu de payer pour des légumes, etc., je les ai poussés moi-même, enfin nous-mêmes ensemble. Et puis aussi, en fait, ça permettait d'avoir le contrôle sur mon alimentation et du coup un petit peu plus le contrôle sur ma vie, quoi. Ça me rendait plus autonome, plus libre, plus puissant, en fait. Et puis, ça me permettait d'être connecté à mon environnement, de mettre les mains dans la terre, de participer à faire la vie comme ça. C'était vraiment quelque chose qui me faisait du bien dans la tête, quoi. Je me sentais bien à ces moments-là. Et puis aussi, de savoir d'où ça vient. La tomate que j'ai dans mon assiette, c'est moi qui l'ai cueillie, qui l'ai choisie, c'est moi qui l'ai fait pousser, je sais exactement comment, etc. Ça aussi, c'est super, quoi, savoir d'où ça vient. Et où ça va aussi. Ouais. Parce que là, toutes les épluchures, les morceaux abîmés, les restes des repas et tout ça, je mets ça dans un sac poubelle, je sors la poubelle, et le lendemain matin, hop, magie, ça a disparu. Et non, pas magie, c'est pas magique. Il y a tout un système derrière, en fait, qui permet de ramasser les ordures, les emmener, les traiter, etc. Et ce système, en fait, on en est un peu dépendant. Avant, c'était principalement des employés de mairie, des éboueurs, qui ramassaient les ordures. Maintenant, de plus en plus, c'est confié à des entreprises privées, comme Veolia ou Pizzorno, etc. Et du coup, on paye ces entreprises avec de l'argent public. Alors, moi perso, je préférerais faire autre chose avec mon argent que d'enrichir les actionnaires de Veolia. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que aussi, ce système-là, il nous rend dépendants de ça pour que nos ordures soient ramassées. En avril, là, j'étais à Lyon et il y avait une grève des éboueurs. C'est des employés de Pizzorno. Ils n'étaient pas très bien payés. En plus, on leur fournissait même pas des gants pour travailler. Donc, ils sont mis en grève. Et donc, les poubelles n'étaient plus ramassées. Et les ordures s'entassaient au pied des immeubles. Je peux vous dire, ça puait. Hein. Ça pue grave. Et comment ça se fait que ça pue? À un moment, j'ai fait un autre stage pour Veolia, une de ces entreprises qui s'occupent des déchets. Et dans mon stage, il fallait que je regarde de quoi étaient composées les ordures. Donc la part de métal, la part de plastique, et puis la part de ce qu'on appelle la matière organique biodégradable. C'est-à-dire les épluchures, les restes de repas, les morceaux abîmés de légumes, etc. Toutes ces choses-là qu'on met dans la poubelle, c'est ça la matière organique biodégradable. Et bien c'est ça qui pue. Parce que c'est ça qui peut pourrir, et en pourrissant, en fermentant, ça fait des mauvaises odeurs et de la pollution. Vous savez combien on en produit par personne de cette matière organique biodégradable? 100 kilos. Voilà. On en produit 100 kilos par personne et par an. Vous voyez à peu près ce que ça fait 100 kilos. Vous arrivez à lever 100 kilos? Quelqu'un ici? Personne. Non. Personne n'arrive à lever 100 kilos. Bon, vous voyez, c'est lourd, quoi. Chaque année, chacune d'entre nous, on produit 100 kilos de matière organique biodégradable. Qui, si on la laisse dans la poubelle et que les poubelles ne sont pas ramassées, c'est ça qui fait que ça pue. Mais cette matière biodégradable, c'est aussi elle qui permet de faire du compost.
Et le compost, si c'est bien fait, ça ne pue pas. Donc si on fait du compost avec nous-mêmes, eh bien, grève ou pas grève, ça ne pue pas. Et puis comme ça, on est un peu plus autonome à ce niveau-là et on dépend moins de ce système. Et on a moins d'argent public à donner à des entreprises pour s'en occuper, parce que cette partie-là, en tout cas, on s'en occupe nous-mêmes. Et puis, ça fait du compost. Ça produit du compost. Le compost, c'est un fertilisant. Du coup, ça peut remplacer le terreau, ça peut remplacer les engrais. Et donc, on va utiliser moins de terreau, donc ça va faire moins de transport, d'emballage en plastique, etc. Et puis alors, les engrais de synthèse, alors ça, le chimique, là, je n'en parle même pas, hein, si ça vaut la peine. Voilà, j'arrête de vous saouler avec ça. Je laisse ça pour le doc. Vous lui direz que je suis passé, ou pas. A plus. Salut. Nom de Zeus! Oh, ça pèse lourd ce terreau là. Ah, je l'ai laissé dans la voiture. Ça pèse tellement lourd. Ah oui, je suis allé le chercher en voiture parce que. Oh, oh si je pouvais m'en passer. Ah, le petit est passé, tiens. Qu'est-ce qu'il m'a mis? 100 kilos. Pour faire des engrais en plus. On peut le faire directement à la maison. Ah ben si j'avais su. Oh mais j'ai une idée. Je suis un génie. Eureka. Je suis un génie. Regarde. Et c'est parti. Oh, il me reste 3 jours pour préparer la conférence partage et autonomie. Ça va, je suis large. Bon, eh bien comme il fait beau, je vais aller bricoler un petit peu dans le jardin. Eh oui, parce que moi, comme je suis un génie, je fais pousser mes propres tomates. Et comme je suis un super génie, je fais du compost pour les fertiliser. Et comme je suis un super génie, eh ben, je vais construire moi-même mon composteur. J'ai trouvé des plans, là, ils sont super géniaux. Il me faut juste des planches de bois, là, que je vais assembler. Bon, je vais chez Bâti Machin acheter des planches de bois. Hein. J'en ai pour 1 minute, vous bougez pas. Doc, j'ai les recherches que vous m'aviez demandé. Doc, il n'est pas là? Il y a un Bâti Machin. Il est à Bâti Machin. Ouais. D'accord. Et ben. Voilà. Il est jamais là. Il vous l'a fait, je suis un génie. Monsieur le génie. Ben moi, j'ai fait ces recherches là sur les matériaux de construction. Peut-être ça vous intéresse à vous. Vous saviez que dans les 100 dernières années, la population, donc entre 1900 et 2000, la population mondiale, elle a été multipliée par 4. Mais par contre, la consommation, l'extraction plutôt, de matières premières pour faire des matériaux de construction, c'est-à-dire aller dans la nature, chercher des pierres, des choses pour faire du ciment, du bois, etc. Toute cette extraction-là, elle a été multipliée, elle, par 34. C'est-à-dire que la population a été multipliée seulement par 4, mais l'extraction de matériaux de construction a été multipliée par 34. C'est-à-dire, par personne, ben, on en consomme beaucoup plus, quoi. Ces matériaux qui sont utilisés pour le BTP, c'est-à-dire pour construire des routes, des bâtiments, etc. Et une grande partie de ces matériaux vont finir leur vie en tant que déchets. À la fin, quand on aura fini de s'en servir, ça va être des déchets. C'est, par exemple, les chutes. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un morceau de bois comme ça, mais ça se vend par morceau comme ça. Bon, ben, on coupe là, et puis ce bout-là, hop, déchets. Et les fins de série aussi. Avec le carrelage, par exemple.
une série pour cette année. À la fin, ce qui reste, quand on passe à la série suivante, ce qui reste, hop, déchets. La démolition, bien sûr. Quand il faut raser un bâtiment, tous les gravats que ça fait, hop, déchets. La rénovation. Quand on remplace une fenêtre, alors c'est bien, hein, on remplace les fenêtres par des fenêtres à meilleure isolation pour réduire la consommation d'énergie. Mais l'ancienne fenêtre, hop, déchets. Tout ça, ça fait des déchets, des déchets et des déchets. Ce qui fait que les déchets issus du BTP, ils représentent 80% des déchets français. C'est-à-dire que 80% des déchets qu'on génère en France, ils viennent du BTP. Alors il y a le gros œuvre, ça c'est les murs, les dalles, tout ce qui ne bouge pas là. Alors ça fait beaucoup de déchets, ça fait 160 millions de tonnes de déchets chaque année. Et ces déchets-là, ils sont réutilisés comme remblais pour faire les routes, etc. Et puis il y a le second œuvre. Là c'est un peu plus les finitions, donc le parquet, le carrelage, les fenêtres, les cloisons, tout ça. Et ça fait 11 millions de tonnes de déchets par an. 11 millions de tonnes de verre, de bois, de carrelage, de placo-plâtre. Et ces choses-là, ces déchets-là, ils sont très peu réemployés à l'heure actuelle. Ça me rappelle chez mes parents. Mes parents, ils avaient fait eux-mêmes le carrelage de la cuisine, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, donc ils l'ont fait eux-mêmes. Et par contre, il fallait acheter du carrelage. Alors, le carrelage, il se vendait par petites palettes, comme ça. Et on était obligé d'acheter des palettes entières. Alors, comme pour faire la cuisine, il fallait une palette et demie, ils ont acheté 2 palettes. Et à la fin, il restait une demi-palette de carrelage. Alors, on s'est dit que ça servira un jour. On l'a mis à la cave. Et 10 ans plus tard, je faisais du rangement dans la cave. Il y avait toujours la demi-palette. Bien sûr, on ne s'en était pas servi. Donc, hop, déchets. Je vais amener à la déchetterie pour faire de la place. Et comme ça arrive bien souvent dans ces cas-là, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous, très peu de temps après, j'en avais besoin. Et oui, j'étais dans un lieu collectif où on avait une cuisine et on voulait faire le carrelage de cette cuisine. Et ça m'aurait bien servi, ces restes de carrelage de chez mes parents. Et je venais juste de les jeter. Voilà. Alors, heureusement, on a pu aller dans une matériothèque. Une matériothèque, c'est un endroit où il y a des bénévoles qui collectent des déchets, des rebuts auprès des artisans, auprès des particuliers. C'est des fins de chantier, des chutes, des remplacements de fenêtres, etc. Donc plein de choses qui servent à la construction, au bricolage et au jardinage. Donc des planches, des morceaux de placo, des fenêtres, des carrelages, etc. Des tubes, des barres de métal, plein de choses qui du coup sont collectées parce que c'était des déchets et qui sont mises là à disposition dans une matériothèque. Donc on peut venir et acheter ces matériaux à prix libre, c'est-à-dire qu'on donne ce qu'on veut, ce qu'on peut, et on peut repartir avec ces matériaux donc pour pas cher, en tout cas pour moins cher que chez Bâti-Machin, ça c'est sûr, et en plus, on participe à réduire la quantité de déchets qui sont produits. Donc voilà, des matériothèques, dans le coin, il y en a une à Montméran et il y en a une à Romans. Je pourrais vous donner les adresses plus tard si ça vous intéresse. En tout cas, je vais juste laisser ça pour le doc. Vous lui direz que je suis passé, ou pas, je m'en fous en fait. À plus!
de Zeus! Qu'est-ce que c'est cher le bois chez Bâti Machin! Ah, je me suis ruiné là. C'est quoi ça? J'ai passé le petit, d'accord. Matériothèque. Ah, Si j'avais su. oh, mais j'ai une idée. Eureka! Je suis un génie. Regardez. Je me garde rembobiner un peu. Et c'est parti. Ah, eh bien, il me reste 3 jours pour préparer la conférence Partage et Autonomie. Ça va, je suis large. Ben, comme il fait beau, je vais d'abord aller bricoler un petit peu dans le jardin. Eh oui, parce que moi, je suis un génie. Je fais moi-même pousser mes tomates, je fais du compost, et je vais me construire moi-même mon composteur. Et pour ça, comme je suis un super génie, je suis allé chercher du bois à la matériothèque, du bois de récupération. Ça me coûte bien moins cher et puis ça permet de lutter contre l'accumulation des déchets. Bon, bah, j'ai plus qu'à assembler tout ça. Pour ça, il va me falloir une perceuse. Bon, je vais m'acheter une perceuse. Comme ça, j'aurai ma perceuse, je serai bien autonome. Ouais, je vais aller chez Brico Machin acheter une perceuse. J'en ai pour 1 minute. Vous bougez pas, je reviens. Doc, j'ai les recherches que vous m'avez demandé. Doc! Il est pas là? Il est où? Il est reparti. Il fait quoi? Il allait chercher une perceuse chez Brico Machin. Il fait des courses encore. C'est le roi du shopping ou quoi? Bon! Bah, moi j'ai fait des recherches là sur les équipements de la maison. Tiens, vous saviez vous quel poids ça représente les équipements de la maison? Alors les équipements de la maison c'est en gros tout ce qu'on a dans une maison sauf les meubles. Donc la machine à laver, la perceuse, les vêtements, la télé, etc. Tout ça, quel poids ça représente? Si on mettait tout ça sur une balance, vous avez une idée? 7 tonnes. 7 tonnes ici, 500 kilos. 500 kilos, 800. 800 kilos, 1 tonne. 1 tonne. Ok. Et bien en moyenne, en France, ça fait 2 tonnes 5. Waouh. C'est-à-dire les équipements de la maison, c'est le poids d'un hippopotame. Voilà, 2 tonnes 5. Alors un hippopotame, hein, c'est gros, hein, c'est une grosse bête. Hein. Voilà, et bien tout l'équipement de la maison, ça représente le poids d'un hippopotame. Alors là, c'est plus que 100 kilos. Hein. Si vous n'arriviez pas à lever 100 kilos, vous n'arriverez pas à lever un hippopotame. Bon, soit, mais pour fabriquer ces 2 tonnes 5 d'équipement, il a fallu mobiliser 45 tonnes de matières premières. Donc aller extraire de la terre, etc., pour faire les métaux, pour faire les minéraux qui servent à faire les circuits imprimés, l'électronique, toute la matière première qui sert à faire ça, 45 tonnes, soit 18 hippopotames. Voilà. Et ces 18 hippopotames, il a fallu les extraire du sol, les transporter vers une usine, et puis vers une autre, et puis vers un magasin, tout ça. Il a fallu transporter tout ça, transformer aussi. Tout ça, ça utilise de l'énergie. Et oui, pour transporter des hippopotames, il faut de l'énergie. Et on ne peut pas le faire avec nos petits bras musclés. En tout cas, moi, je ne peux pas porter un hippopotame, encore moins 18 hippopotames. Et du coup, il a fallu de l'énergie, consommer de l'énergie, une source d'énergie, pour faire tout cet équipement qu'on a dans la maison. Et cette source d'énergie, eh bien, c'est principalement le pétrole. Parce que le pétrole, c'est une super source d'énergie, c'est facile à utiliser et ça contient beaucoup d'énergie. Tant qu'on en a, le pétrole, c'est vraiment une source d'énergie phénoménale. Et c'est ça
qui nous permet de faire tous ces équipements, tous ces hippopotames. Parce que on ne peut pas les transporter nous-mêmes avec nos petits bras. C'est comme les pharaons. Pour construire leur pyramide, ils n'ont pas pu construire tout seuls leur pyramide. Il leur a fallu de l'énergie extérieure, et ils avaient des esclaves, dit-on. Des esclaves qui, du coup, servaient à déplacer tous les blocs de pierre, à les monter, à construire la pyramide. Et nous, c'est un petit peu pareil. Pour faire nos hippopotames d'équipement, là, pour transporter les 18 hippopotames, on a besoin de l'équivalent d'esclaves, qui vont porter nos hippopotames, comme ça. Et c'est le pétrole qui fait ça. Et si on compare, si on se disait combien il faudrait d'esclaves pour remplacer tout ce pétrole, eh bien, ça ferait, pour chaque personne, il faudrait 400 esclaves. Donc c'est comme si on avait 400 esclaves énergétiques sous forme de pétrole, chacune d'entre nous. Alors bien sûr, c'est pas trop possible d'avoir 400 esclaves chacun. Et puis nos esclaves, il faudrait qu'ils aient des esclaves, enfin, comment ça marcherait? Ce qui fait que ce pétrole, il nous permet vraiment d'avoir toutes ces choses, et on en est dépendant en fait. On en a besoin pour avoir tout ce confort matériel, des choses même dont on pourrait difficilement se passer. Et du coup, on est dépendant du pétrole. On est en fait comme drogué. Et comme des drogués, on n'est pas libre, on n'est pas autonome. Moi, par exemple, j'ai un téléphone intelligent là qui fait GPS et ça me rend autonome. Je peux aller où je veux, j'ai pas besoin de demander à qui que ce soit. Mon téléphone il me dit la route et tout, je peux aller où je veux, génial. Et jusqu'au jour où il est tombé en panne. Et là, j'avais oublié comment on lit une carte. J'avais pu lire une carte routière. Puis j'avais perdu l'habitude de demander mon chemin à d'autres personnes. Alors je ne faisais pas et tout. J'étais bien embêté. Et puis aussi, au final, de savoir lire une carte, ça me rendait... ça faisait un truc en plus que je savais faire, ça me rendait plus autonome, plus puissant. Et puis, de demander son chemin à d'autres personnes, ça fait du lien, ça rassemble. C'est chouette, au final. Plutôt que d'être tout seul dans ma bagnole avec mon GPS, je parle à personne et tout. Et ouais, mais du coup, c'est comme ça qu'on est dépendant à ces trucs. C'est difficile de s'en passer. Et alors que ça fait tout ce transport, là, toute cette énergie, tout ce pétrole. Et ça, le pétrole en plus, c'est comme celui qu'on met dans les camions, ça produit des gaz à effet de serre. Ça fait du CO2. Et pour faire ces 18 pour faire cet hippopotame, ces 2,5 tonnes d'équipement, pour transporter ces 18 hippopotames, on émet 6 tonnes de CO2. Donc, c'est l'équivalent en pollution de 6 allers-retours Paris-New York en avion. Un aller-retour, 2 allers-retours, 3 allers-retours, 4, 5 et 6 allers-retours. Voilà. Alors, moi, je ne suis jamais allé à New York, mais je peux me dire que, au moins, je pollue comme si j'y allais 6 fois, ça va. Ouais. Mais comment faire, voilà. On est dépendant à ces objets, c'est pas facile, c'est pas simple. Mais peut-être on pourrait limiter au moins un petit peu. Par exemple, est-ce que vous savez combien de temps sert une perceuse chaque année? Une perceuse, en moyenne, elle tourne combien de temps dans l'année? 10 minutes. 10 minutes? Ouais. Je mettrais une vingtaine de minutes. 20 minutes? 7. 7? C'est dans ces eaux-là, ouais.
Alors c'est une moyenne, hein. Il y a des personnes qui sont des bricoleuses qui achètent une perceuse et elles vont s'en servir presque tous les jours. Il y en a d'autres qui l'achètent, qui s'en servent une fois et après ça vit dans un placard. Mais si on fait la moyenne entre tout ça, c'est 12 minutes. 12 minutes par an qu'elle sert la perceuse. Alors peut-être pour acheter moins de perceuses, fabriquer moins de perceuses, du coup moins d'hippopotames, eh ben, on pourrait se les partager. On pourrait acheter une perceuse à plusieurs, alors, comme ça nous coûte moins cher. Et puis en plus, on n'en achète qu'une pour plusieurs et puis on se la fait tourner comme ça. Voilà. Ça s'appelle la mutualisation. On peut aussi se prêter les choses, ou emprunter, louer, etc. pour pas acheter à chaque fois un truc. Parce qu'à chaque fois qu'on achète un truc, il faut le fabriquer. Et c'est tout ça. Et c'est des sous. Aussi, quand on achète un truc, si on doit l'acheter, eh ben on peut essayer de faire que ça dure. Que ça dure dans le temps. C'est par exemple de ne pas sacrifier au phénomène de la mode pour les vêtements, par exemple, de jeter des vêtements qui sont encore bons juste parce qu'ils ne sont plus à la mode et d'acheter des nouveaux vêtements. Si on décide quand même de s'en débarrasser, plutôt que de les jeter, on peut les donner ou les vendre. Et puis faire attention aussi à ce qu'on appelle l'obsolescence. Ça c'est, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est le truc qui tombe en panne le lendemain de la fin de la garantie. On pourrait essayer d'exiger des fabricants qui fassent des trucs un peu plus solides. On dirait qu'ils le font exprès, hein. Que ce soit pas très solide. Et puis, quand ça tombe en panne, au lieu de le jeter, on peut essayer de réparer. Là aussi, on pourrait exiger des fabricants qui fassent des choses un petit peu plus faciles à réparer. Bon voilà, c'est des idées comme ça. Je les laisse là pour le doc. J'arrête de vous embêter. Vous lui direz que je suis passé éventuellement. À plus. Nom de Zeus! Regardez-moi cet engin! Surpuissant! Allez, 450 €, hein, quand même, hein. Mais alors avec ça c'est surpuissant. Ah tiens, le petit, il est passé. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Quoi? 12 minutes? 450 € pour 12 minutes par an? Mais qu'est-ce que je fais? Oh, mais j'ai une idée. Eureka! Je suis un génie. Regarde. Donnez-moi ça. J'aurai qu'à remonter un petit peu. Et c'est parti. Oh, mais il me reste 3 jours pour préparer la conférence partage et autonomie. Ça va, je suis large. Bon, comme il fait beau, je vais commencer par aller bricoler un petit peu dans le jardin. Eh oui, je suis un super génie. Je suis en train de construire moi-même mon composteur avec du bois de récupération. Et puis, voilà, il me faut juste une perceuse pour assembler tout ça. Je vais emprunter celle de mon voisin. Je l'ai entendu s'en servir l'autre jour. Toc, toc, toc. Bonjour. Bonjour, je suis votre voisin. Vous auriez pas une perceuse à me prêter par hasard? Si, j'en ai une, je peux bien vous la prêter. Oh, c'est super sympa. Vous inquiétez pas, j'en ai pour 1 minute. Ah, et puis je vous ramènerai des tomates. Et oui, parce que je suis un génie, moi, je fais pousser des tomates. Je vous ramènerai des tomates pour vous remercier. Ah, ça me fait penser. J'ai une maladie cette année sur mes tomates. Je sais pas ce que c'est, je sais pas comment je vais faire. Ah, mais si, il me faudrait un docteur des tomates. Ouais. Bougez pas, hein, j'en ai pour 1 minute, je vais chercher un docteur des tomates, je reviens tout de suite.
j'ai les papiers là pour la fin du stage. Il faudrait que vous signiez. Il n'est pas là, c'est ça. Il fait quoi? Il est reparti chercher un docteur. Un docteur? Pour les tomates. Un docteur des tomates. Des fois, je me demande sur quelle planète il vit celui-là. Le génie. Bon, moi j'ai les papiers là, il faudrait qu'il me les signe. J'ai fini mon stage. Je suis pas mécontent hein, parce que le génie là. Et puis ça me donne du temps, ça me laisse du temps là. J'en ai profité pour faire ma vidange. Et je suis allé dans un endroit, c'est un atelier de partage de savoir. C'est une association comme ça où on peut apprendre à faire des choses. Et du coup, j'ai appris à faire ma vidange moi-même. Et comme ça, j'ai plus besoin d'aller au garage. Je peux le faire moi-même, ça me coûte moins cher. Parce que bon, ça paye pas beaucoup stagiaire. Hein. Mais en plus, ça m'a appris un nouveau truc. Du coup, je me sens plus puissant là. Je sais faire un truc de plus. Et puis, ça fait que c'est moins mystérieux là dans le moteur. J'ai mis les mains dans le moteur, on m'a expliqué un petit peu les choses, à quoi ça sert, comment ça marche. Et donc maintenant, quand je conduis, c'est moins mystérieux, j'ai moins peur de tomber en panne n'importe quand, je me sens mieux. Et ouais, peut-être que le doc, peut-être qu'il y a aussi des ateliers pour apprendre des trucs sur les tomates, je sais pas. En tout cas, moi j'y retourne la semaine prochaine. Mais cette fois, c'est moi qui vais apprendre un truc aux autres. Enfin, à ceux qui ont envie, hein. Et je vais leur apprendre comment on fait des conserves de légumes. Parce que ça, c'est ma passion. C'est faire des cornichons, faire des poivrons à l'huile, de la tapenade, caviar d'aubergine, tout ça, et faire des conserves pour les garder le reste de l'année. Du coup, je vais apprendre aux autres comment on fait ça. Ça me rappelle quand j'étais je vivais dans un collectif. On vivait ensemble et c'était trop bien. On avait chacune des compétences différentes et on les mettait en commun et ça nous permettait de vivre mieux. Il y en avait un, il était maraîcher et du coup il s'occupait du jardin. Alors on lui donnait des coups de main, etc. Mais lui, il savait tout, qu'est-ce qu'il fallait faire et tout. Ça fait un jardin, mais super et tout. Ça faisait plein de légumes. Et puis moi, je faisais mon kiff, quoi. Je restais dans la cuisine, je récupérais une partie de ces légumes et je les transformais pour faire des conserves et en avoir toute l'année. Puis il y avait une copine qui vivait avec nous. Elle voulait pas mettre les pieds dans la cuisine. Elle, ce qu'elle aimait, c'était bricoler les vélos, les voitures et tout. Et donc pendant ce temps, elle réparait nos vélos, elle réparait nos voitures, elle faisait nos vidanges. C'était génial. Comme ça, on se complétait, quoi. Et on faisait plein d'économies. On n'avait plus besoin d'aller au supermarché, on n'avait plus besoin d'aller au garage, ça nous coûtait moins cher. Et puis aussi, on mettait en commun nos compétences comme ça. Ça nous faisait du lien encore plus entre nous, ça nous soudait. On était interdépendants les uns les unes des autres et on partageait nos savoirs. C'était génial. Enfin bon, j'ai arrêté de raconter ma vie. Je laisse ça là pour le doc, il faudra qu'il me signe. Voilà, à plus. Nom de Zeus, j'ai pas trouvé de docteur des plantes, hein. Ni docteur des tomates, ni docteur de rien. Comment je vais faire? Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le petit, il veut que je lui signe. Moi, j'ai pas de stylo. Bon, voilà, c'est signé. Ça m'avance pas, moi. Ah, mais si, j'ai une idée. Eureka, je suis un chéri. Regardez. Et c'est parti. Ah, il me reste 3 jours pour préparer la conférence Partage et Autonomie. Ça va, je suis large. Ah,
je sais. J'ai une super idée. Je suis un génie. Regardez, on va faire une fête, une grosse fête, au jardin. Je vous invite tous. Vous venez, et puis comme ça, peut-être il y aura quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en tomates, qui pourra regarder, me dire ce que c'est cette maladie. Et puis peut-être il y aura quelqu'un qui s'y connaît en mécanique, qui pourra partager ça. Et puis moi je vous apprendrai à faire des machines à remonter dans le temps, parce que ça marche. Vous voulez une preuve? Non, c'est bon, vous me croyez, hein? Eh ben, je vais préparer la fête, je vais chercher quelques boissons, tout ça. Vous bougez pas, j'en ai pour 1 minute, hein. Doc, vous m'avez signé les papiers? Doc, il est où? C'est parti. Il fait quoi? Par les fêtes. Prépare une fête? Pour ma fin de stage? Non. Ah bah si, ça y est, il a signé, bon bah c'est déjà ça. Bon, moi je veux vous dire au revoir alors. Hein. Oh. Ouais bah ce stage là avec le génie, quand même j'ai appris des choses. J'ai appris par exemple ce que c'est l'autonomie. L'autonomie c'est de subvenir soi-même ou collectivement à petite échelle à nos besoins. C'est-à-dire, par l'autoproduction, on va produire nous-mêmes certaines choses, par le réemploi, le recyclage de choses pour ne pas avoir à en acheter des neuves, par plein de manières comme ça, eh bien, on peut moins dépendre de sources extérieures qui vont nous coûter de l'argent, qui vont nous rendre dépendants, qui vont nous rendre moins capables de faire les choses. Et puis s'il y a un problème avec ces sources extérieures, bah, comment on fait quand c'est en panne, quand il y a une grève? Et bien, grâce à l'autonomie, on est moins dépendant de ça, ça se passe mieux. Et l'autonomie, bah, du coup, c'est bon pour moi en tant qu'individu. Ça me fait faire des économies, ça me rend plus puissant, ça me rend plus libre, ça me rend plus heureux. Et puis, si on regarde à une échelle un peu plus large, au niveau du collectif, si on partage, là, on est encore plus autonome parce que, l'histoire de la perceuse, là, on a juste une perceuse pour plusieurs, on se la partage. Les savoir-faire, on se partage des savoir-faire, on peut faire encore plus de choses, on est encore plus autonome. Et puis, ça nous fait du lien entre nous, c'est encore plus chouette. Le partage et l'autonomie, c'est génial. Et si on regarde à une échelle encore un peu plus large, à l'échelle de la société, le partage et l'autonomie, ça fait que on crée une société où on va être plus soudés, on va plus être interdépendants les uns les unes des autres, on va plus faire des choses ensemble, ça va être plus joyeux, on va faire plus la fête et tout. Et si on regarde à une échelle encore un peu plus large, à l'échelle de l'humanité tout entière, le partage et l'autonomie, ça permet de moins dépendre de choses qui viennent de loin, qui sont faites dans des conditions déplorables, etc., de moins contribuer à ces choses-là. Et puis si on regarde encore à l'échelle encore plus large, à l'échelle de tous les êtres vivants, c'est-à-dire à l'échelle de la nature, de l'environnement, là, à l'échelle de la planète, le partage et l'autonomie, là aussi, c'est bon, c'est efficace, parce qu'on va faire moins de pollution, là, moins d'hippopotames et moins d'aller-retour Paris-New York. C'est bon aussi, du coup, pour carrément la planète. Puis au final, ce qui est bon pour la planète et la société, vu que moi j'habite sur cette planète, dans cette société, c'est bon pour moi, c'est bon pour l'individu. La boucle est bouclée, quoi. Je pense qu'au final, on peut dire que le partage et l'autonomie, c'est une idée de génie.